Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, nous allons parler du lien entre symétrie et loi de conservation. Donc, avant de s'attaquer à ça, voyons un peu plus près les symétries. Alors d'abord, les symétries, dans le sens courant, c'est quelque chose d'assez restreint. C'est souvent la symétrie gauche-droite. C'est souvent celle-là quand on parle en disant que quelque chose est symétrique. C'est la symétrie miroir. C'est le fait qu'on se reflète dans un miroir qui inverse la gauche et la droite. En physique, le sens est plus large. Prenons une transformation, appelons-la G, qui agit sur des grandeurs telles que la position d'un objet ou d'un système physique ou de toute autre chose, la position, l'orientation ou d'autres grandeurs, la charge électrique, etc., etc. Et avec juste quelques propriétés très simples. Donc on a des transformations G. Alors on veut que les transformations combinées en donnent une autre. Donc si on a une transformation G1, G2, on applique G2, puis on applique G1, et cela équivaut à appliquer la transformation G3. Donc la combinaison des transformations donne une autre transformation du même type. Et les transformations sont inversibles, c'est-à-dire qu'il existe une transformation qu'on peut noter E, qui est la transformation identité. On l'appelle aussi le neutre. C'est-à-dire que cette transformation ne change rien, absolument rien. Et enfin, toutes les transformations ont un inverse, qu'on note G-1, G exposant moins 1. Qui est l'équivalent que dans la multiplication du 1 sur G. G-1 est la transformation inverse. Et donc si on applique G et G-1, cela revient à ne rien faire, c'est-à-dire à faire la transformation E. On applique de telles transformations, et si le système transformé obéit toujours aux mêmes équations, à la même évolution, alors on dit que le système est symétrique sous ce type de transformation. Donc par exemple, on a un système qui va évoluer au cours du temps vers un autre état, il passe d'un état à un autre état au cours du temps. Alors prenons le départ et appliquons la transformation G. Laissons-le évoluer. Et là, appliquons la transformation inverse, G-1. Alors, si le système est symétrique, on obtient le même résultat qu'en le laissant directement évoluer. Cette transformation est donc une transformation de symétrie. Bon, cette représentation est un peu abstraite, mais on va donner quelques exemples. Alors, on classe les symétries d'abord en symétrie géométrique et symétrie interne. Alors les symétries géométriques, mais comme le nom l'indique, ce sont des transformations géométriques. Par exemple, c'est un déplacement dans l'espace. On va prendre par exemple une horloge à un endroit et la déplacer, par exemple, de 1 mètre vers l'est. Donc c'est un déplacement de l'horloge. On appelle ça une translation, ou plus exactement une translation dans l'espace. Effectivement, c'est bien une symétrie si on déplace tout. Ça, c'est la différence entre symétrie globale et locale. Une symétrie locale n'agit que localement, à un endroit donné, sur quelque chose. Une symétrie globale agit sur tout. En général, en physique, on parle de symétrie globale, sauf mention contraire. Et la symétrie globale consiste à tout déplacer. C'est-à-dire qu'on déplace l'horloge d'1 mètre, mais on déplace aussi toute la planète Terre d'1 mètre. On déplace le Soleil d'1 mètre, on déplace la galaxie d'1 mètre, on déplace tout. Il semble évident dans un cas pareil que ça ne change rien. Et donc, il s'agit bien d'une symétrie. Il y a 3 translations possibles dans l'espace, ou leur combinaison. Il y a les translations dans le temps, on va en reparler. Il y a les rotations, qui sont des symétries géométriques. Et à côté de ça, on a les symétries internes. Cette fois-ci, les variables qui sont modifiées ne sont plus des variables géométriques. Ce n'est plus la position, l'instant ou l'orientation.
Il s'agit de variables du système, par exemple la charge électrique ou la phase de l'onde. Par exemple, si c'est une onde ou une fonction d'onde qui varie comme ceci, un changement de phase va consister à décaler la phase de l'onde, donc il y aura un décalage comme ceci. Ça, c'est une symétrie interne. Du moins, si c'est une symétrie, c'est en tout cas une transformation interne. On classe aussi les symétries en symétrie continue, comme toutes celles que nous avons citées, parce qu'elles dépendent d'un paramètre, par exemple le déplacement, ou le décalage, ou l'angle de rotation, ou le décalage de phase, un paramètre qu'on peut noter D, et qui est un paramètre continu. Il peut prendre n'importe quelle valeur. 0, 1, 1 demi, 1 quart, 3, 3, 14, 15, 9, 2, 6, le nombre pi si on veut, etc. Il peut prendre n'importe quelle valeur. Et à côté de ça, il y a les symétries discrètes, qui correspondent à un nombre fini de transformations. On n'a que quelques transformations. Par exemple, la transformation miroir. Le miroir inverse la gauche et la droite, et c'est tout. Et l'autre transformation, c'est celle qui ne fait rien. Et elle est même son propre inverse, parce que si on inverse 2 fois la gauche et la droite, on retrouve la transformation identité. Une autre transformation, très connue en physique, c'est la transformation P. C'est la parité, qui consiste à inverser toutes les coordonnées spatiales. Ça ressemble assez à la symétrie miroir, sauf qu'on n'inverse pas que la gauche et la droite, mais toutes les directions. Il y a la symétrie T, qui est le renversement du temps. Donc on renverse le passé et le futur. Il y a la symétrie C, qui est la conjugaison de charges, qui consiste à inverser les charges des systèmes, toutes les charges électriques ou d'autres formes de charges, par exemple l'interaction forte, on l'appelle la charge de couleur. Là, on passe par exemple de la charge électrique plus à moins ou moins à plus. Donc là aussi, c'est discret. Et un autre exemple, c'est la rotation du cube. Donc supposons qu'on ait un cube et qu'on fait des rotations qui laissent le cube inchangé. Dans ce cas-là, si on tourne par exemple le cube de 180 degrés, on le retourne cube par-dessus tête, mais on obtient exactement le même cube. Il est inchangé. Et il y a un nombre fini de telles transformations du cube. Ce type de transformation, c'est celle qui est utilisée pour construire les méthodes de résolution ou de résolution du Rubik's Cube, que vous connaissez peut-être. Ici, nous, on ne va pas s'intéresser aux symétries discrètes, mais aux symétries continues. C'est celles qui vont nous intéresser. Elles sont classées selon la théorie des groupes. Alors, les symétries, aussi bien discrètes que continues, peuvent être décrites par des outils mathématiques. Et la théorie reine des symétries, c'est ce qu'on appelle la théorie des groupes. La théorie des groupes, en gros, manipule des grandeurs qui obéissent à ces règles-là, les règles des transformations. La théorie des groupes est une théorie importante en mathématiques, à la base de beaucoup d'autres choses. Elle est même assez simple, au moins au départ de ces concepts. Ça se complique après. Mais à la base, elle est assez simple. Et pour les groupes continus, on trouve différentes sortes de groupes, et notamment ce qu'on appelle les groupes de Lie, du nom de Sophus Lie, un mathématicien qui les a étudiés. Alors, on les classe, par exemple, un changement de phase, c'est la symétrie U1. De même, une translation dans l'espace, dans une direction, c'est la symétrie U1. La translation dans le temps, c'est une symétrie U1. Et c'est aussi la symétrie des rotations autour d'un cercle. Et les symétries de translation dans l'espace, dans les 3 directions, c'est U3.
Une autre symétrie importante en physique, c'est SU2. C'est une symétrie interne aux interactions faibles, que je ne vais pas décrire en détail ici, bien entendu. De même, SU3, appelée aussi symétrie de couleur, est une symétrie pour l'interaction forte. Les symétries dues aux rotations dans l'espace, c'est les symétries O3. On parle aussi de groupe SU2 et O3. Celle-ci, c'est le groupe unitaire, celle-ci, le groupe unitaire spécial, etc. Donc, il y a tout un classement ainsi des groupes de symétrie. Notons par exemple que U1 est une symétrie de changement de phase et qui est une symétrie pour l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est invariant sous les transformations globales de phase. Revenons aux translations dans le temps. Donc on fait un déplacement dans le temps. Attention, on ne parle pas ici de voyage dans le temps, bien entendu. Il s'agit, on peut le voir comme une opération mathématique ou comme considérer le même système dans les mêmes circonstances, les mêmes situations, mais à deux instants différents. C'est donc une translation dans le temps. Elle est de fait, on ne déplace pas l'objet dans le temps, bien entendu. On considère le même système dans les mêmes circonstances, à des moments différents. À nouveau, si on fait une telle translation de tout, absolument tout, la Terre, tous les objets, les systèmes, et qu'on considère juste une date différente, ça ne devrait rien changer. C'est un peu comme si on prenait une horloge, et qu'on changeait la position des aiguilles, en disant, ben voilà, on est 1 heure plus tard, juste changer l'aiguille. C'est évident que ça ne va pas changer le monde qui est autour de nous. Donc, ça devrait être, la translation dans le temps devrait être une symétrie. On peut aussi voir le point de vue mathématique et dire, soit, je ne vais pas l'appeler grand T pour ne pas confondre avec celle-là, je vais l'appeler TT, translation dans le temps de T, d'une durée T. Et supposons qu'on a une équation, F, qui décrit l'évolution du système. Par exemple, l'équation de Schrödinger, que nous avons vue. Dans ce cas-là, TT appliqué à F va donner une nouvelle équation. Si elle redonne la même équation, si l'équation est inchangée, alors le système est invariant sous cette transformation. C'est une transformation de symétrie. C'est d'ailleurs le cas pour l'équation de Schrödinger. C'est aussi le cas pour les équations qui décrivent l'électromagnétisme, etc. Cette invariance de translation dans le temps sont fréquentes. Il y a une exception, on la verra. Voilà, alors voilà pour ce principe des symétries en physique, qui est donc, comme vous le voyez, nettement plus large que le simple miroir. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer le lien qui existe entre les symétries et les lois de conservation, et qui est donné par le théorème de Noether. Je vous remercie.